Bonjour à tous. Alors j'espère que tout le monde m'entend bien. Normalement, vous devez voir mon écran. Et donc, on se retrouve aujourd'hui pour un webinaire sur le CIR de l'année 2025, les particularités de calcul et les bonnes pratiques, puisqu'il y a pas mal de questions qui peuvent se poser suite à la publication, à la promulgation de la loi de finances pour 2025. Alors, vous avez à l'écran les différents points qu'on va voir ensemble aujourd'hui. Donc, on va revenir évidemment sur les modifications qui ont été apportées au dispositif crédit d'impôt recherche, crédit d'impôt innovation, jeune entreprise innovante par la loi de finances pour 2025. On va surtout se focaliser sur les modifications apportées au CIR, puisque tout ce qui concerne ces deux JEI sont beaucoup moins impactantes et de toute manière vont plutôt découler, quand il y a une conséquence, vont découler des modifications CIR. Donc, on verra ensuite les applications concrètes par catégorie de dépenses, quelques conseils de bonnes pratiques. Et puis, j'ai pensé que vous seriez intéressés également pour refaire un petit point sur le projet de loi de finances pour 2026 sur le dispositif, notamment CIR, pour ce qui est susceptible de se passer ou pas. Et puis, on passera ensuite sur une phase de questions-réponses. N'hésitez pas, pour toutes vos questions, à les mettre au fur et à mesure dans le chat. Et je regarderai ça plutôt à la fin, mais ça vous permet éventuellement de les mettre au fur et à mesure si vous avez besoin. Je vous propose qu'on commence tout de suite par le rappel des modifications qui ont été apportées par la loi de finances 2025 sur le dispositif du crédit d'impôt recherche. Alors, on a deux dispositifs qui vont s'appliquer. Le premier, c'est l'ancien dispositif CIR que vous connaissiez, hein, donc celui qui va s'appliquer pour les dépenses engagées du 1er janvier au 14 février 2025. Je vous rappelle qu'en matière de crédit d'impôt, on retient systématiquement, et ce, quelle que soit la date de clôture, on retient systématiquement les dépenses de l'année civile, 1er janvier, 31 décembre. Donc, on va voir ces deux dispositifs. Je vous disais, le premier, des dépenses engagées jusqu'au 14 février 2025. C'est le dispositif qu'on connaissait auparavant. Donc, on valorise tous nos frais de personnel à la R&D, nos chercheurs, nos techniciens de recherche. Les jeunes docteurs faisaient l'objet d'une bonification, donc x2 au niveau des dépenses de personnel. Et l'intégralité de ces frais de personnel faisait l'objet d'un taux forfaitaire de frais appliqué au titre des frais de fonctionnement, donc taux de 43%, et pour les jeunes docteurs, on faisait x 100%. La sous-traitance, donc c'est toutes les opérations que vous confiez à des prestataires qui doivent être bien entendu agréés. Donc étaient également éligibles au CIR. On retrouvait également notre catégorie dotation aux amortissements des biens affectés à la R&D, plus le forfait frais de fonctionnement à hauteur de 75%. Une grosse catégorie qui était tous les frais de brevet, donc les frais de dépôt, de maintien, de défense, également l'amortissement des brevets acquis pour la R&D. La veille technologique, qui était plafonnée à 60 000 € de dépenses par an, les frais de normalisation, donc tout ça constituait notre assiette de CIR à laquelle on déduisait les subventions publiques. Et on retenait 30% de nos frais de nos dépenses. Depuis la promulgation de la loi, les catégories de dépenses ont changé. Donc, c'est celle que vous avez sur la droite de l'écran. Et à compter des dépenses engagées le 15 février 2025, donc on retrouve bien tous nos frais de personnel, chercheurs, techniciens, il n'y a pas de modification. En revanche, les frais de fonctionnement passent de 43% à 40%. La bonification pour les jeunes docteurs est purement et simplement supprimée à compter du 15 février. Et donc, de facto, la majoration des frais de fonctionnement à 100%. Donc, on se retrouve sur une seule catégorie, frais de personnel R&D, donc qui va inclure vos personnels ingénieurs et puis vos docteurs anciens ou ce qu'on appelait auparavant les jeunes docteurs, donc qui avaient moins de 24 ans. Donc, exclusivement cela, valoriser 1 € égale 1 € plus 40% au titre des frais de fonctionnement. La sous-traitance, toutes les opérations de sous-traitance nécessaires et indispensables ne changent pas. Donc, ce sont toujours tout ce que vous confiez à des prestataires privés ou publics qui sont agréés.
Les dotations aux amortissements, pas de modification non plus. En revanche, tout ce qui est frais de brevet et veille technologique, tout ça, c'est complètement supprimé. Donc, dans les frais de brevet, il n'y a plus rien, plus de dépôt, plus de maintien, plus de défense, plus de frais internes non plus, puisque là, si vous aviez des salariés qui travaillaient sur la rédaction des brevets, donc devaient être valorisés, non pas en frais de personnel, parce que ce n'est pas de la R&D, mais bien dans les frais de brevet, bien ça saute aussi. Veille techno, je vous dis, c'est pareil, ça c'est supprimé intégralement. Normalisation, pour ce que ça vaut, ça reste. Et puis, on déduit toujours les subventions publiques. Pardon. Et cette loi de finances est venue apporter une précision sur la définition de la subvention publique, puisqu'il y avait une petite incertitude dessus. Et on considère comme subvention publique toutes les aides versées par les personnes morales de droit public ou les personnes morales de droit privé chargées d'une mission de service public. On reste sur un taux de 30%. Voilà, là, on est vraiment sur les catégories de dépenses. Et donc, on voit bien moi j'appelle ça une dualité de systèmes déclaratifs, une première partie jusqu'au 14 février et une seconde partie à compter du 15 février. Donc ça, c'est pour bien cadrer les esprits. On va revoir après les modalités de pratique, puisqu'évidemment, ça va avoir des conséquences. C'est la première fois qu'en droit fiscal, notamment sur un crédit d'impôt, mais de manière plus générale, on a un dispositif comme ça créé en cours d'année enfin, modifié en cours d'année, en l'occurrence, pas créé, mais modifié, avec une application en cours de mois. Donc, c'est pas quelque chose auquel on a déjà été confronté. Au niveau des modifications sur le crédit d'impôt innovation et sur les jeunes entreprises innovantes, crédit d'impôt innovation, en fait, ils ont simplement prolongé le dispositif jusque 2027, puisque le dispositif venait à expiration, venait à fin le 31 décembre 2024. Donc, s'il n'avait pas été prolongé, il s'arrêtait purement et simplement. Donc, ils l'ont prolongé et ils ont également diminué le taux. On était à 30%, ils sont passés à 20% à compter des CIR 2025. Et là, on n'est pas comme sur le crédit d'impôt recherche, on a une application des nouvelles dispositions à compter du 15 février. Non, non, là, sur le C2I, c'est bien à compter du 1er janvier. Pour ça, je vous disais, le dispositif est venu à expiration, le précédent, au 31 décembre 2024. Donc, ils n'ont pas modifié en cours d'année le dispositif lorsque la loi de finances a été publiée. Ils l'ont juste reprorogé. Donc ça, l'État a le droit, enfin les législateurs ont le droit, c'est comme si c'était une nouvelle création un petit peu. Donc, ils ont fait ça à compter du 1er janvier 2025. Et il n'y a pas de souci, on ne peut pas contester cette diminution de taux. Donc, on est bien sur tout l'exercice 2025 à un taux de 20% pour le crédit d'impôt innovation. Et pour les jeunes entreprises innovantes, alors attention, puisqu'on a des nouvelles règles applicables. En tant que tel, les dispositifs JEII, Jeunes entreprises innovantes, Jeunes entreprises de croissance, n'ont pas réellement bougé. C'est un seul critère qui a été modifié, c'est le critère des volumes de dépenses de R&D. Auparavant, jusqu'au 1er mars 2025, on était sur la JEI à un taux de 15% minimum. Sur la jeune entreprise de croissance, c'était entre 5 et 15. Désormais, on passe à 20% et on passe à 5 à 20% sur la JEC. Alors du coup, ça va encore une fois faire des calculs un peu différents, un peu plus compliqués, c'est-à-dire que pour ces exercices clos à compter donc, du 1er mars 2025, on va retenir pour calculer notre taux les dépenses que je vous ai présentées précédemment, donc, qui sont toutes sur cette catégorie de gauche, pardon, donc incluant éventuellement nos dépenses de jeunes docteurs, nos frais de brevet, nos veilles techno. On va les retenir pour le début de l'exercice jusqu'au 14 février. Et ensuite, on va retenir les nouvelles règles à compter du 15 février. Donc, ça va permettre quand même de venir un petit peu plus majorer, je dirais, le volume de dépenses lorsqu'on est un petit peu juste. Donc, ça permet de reprendre les deux dispositifs, puisque, encore une fois, les deux dispositifs vont cohabiter. Donc ça, c'était pour les modifications qui ont été apportées à ces différents dispositifs.
vous voyez bien que finalement, les seules vraies modifications et les seuls impacts de manière concrète vont porter sur le crédit d'impôt recherche. Alors, je vous le disais en introduction, une modification de cette manière de dispositif par une loi de finances et que ça s'applique en cours d'année, c'est de l'inédit, c'est du jamais vu, quelle que soit la matière en fiscalité. Donc, on attendait de l'administration fiscale qu'elle commente dans sa doctrine administrative l'application concrète, la méthodologie de calcul qu'elle préconisait. Bien entendu, la doctrine administrative n'est pas opposable en tant que telle, mais ça permet quand même aux contribuables d'avoir une orientation sur ce que l'administration est ce qu'on de faire. Et là, on a pas mal de questions pratiques et on va les revoir après. Mais malheureusement, la doctrine administrative s'est contentée d'acter des nouvelles dispositions sans se faire aucune recommandation ou préconisation. Donc, tout ce qui concerne les jeunes docteurs, les frais de brevet, la veille technologique, c'est assez facile. Ils ont pris leur souris, ils ont sélectionné et ils ont fait supprimer. Comme ça, il n'y a plus aucun commentaire. Vous n'avez même plus, dans la nouvelle doctrine, vous n'avez même plus les paragraphes qui concernaient les jeunes docteurs jusqu'au 14 février 2025. Ils ont fait un reset. Sur la partie frais de fonctionnement, ils ont mis un petit paragraphe, et je vous l'ai cité sur le slide. Donc, le paragraphe 10, ils prennent bonne note en fait, de l'abaissement du taux de 43% à 40%, et ils indiquent bien que c'est à compter du 15 février 2025. Donc là, au moins, il n'y a pas d'erreur, parce que lorsque la loi de finances a été promulguée, il y a eu pas mal de petites différences d'appréciation. Certains écrivaient que c'était à compter du 16 février, donc non, c'est bien à compter du 15 février que les nouvelles dispositions s'appliquent. Et donc, au paragraphe 40, il donne un exemple de calcul de frais de fonctionnement sur l'année N, mais avec un taux unique de 40%. Donc, sur notre exercice 2025, il ne se prononce pas. Est-ce qu'on applique 43%? Est-ce qu'on applique 40%? En fait, l'administration ne dit purement et simplement rien. Le fait que ce soit l'année N, ce n'est pas un indicateur, puisque dans sa doctrine, l'administration est habituée à parler de l'année N et non pas de viser une seule année en particulier, l'année 2025 ou 2026 ou autre. On parle toujours en année N. Donc voilà, l'administration, malheureusement, ne s'est pas prononcée sur nos catégories de dépenses et donc ne nous aide pas sur le calcul et ne nous apporte aucune précision. En revanche, moi, elle a bien noté sur la partie subvention, elle a bien réécrit la nouvelle définition, mais sans plus non plus de commentaires. Donc, c'est vraiment cette mise à jour de la doctrine, c'est vraiment une mise à jour et elle n'apporte malheureusement aucune indication. Alors, je voudrais mettre un petit peu de côté les questions sur les frais de fonctionnement parce que, au-delà du fait que ça puisse cristalliser d'avoir 3 points de moins sur les dépenses sur les frais de fonctionnement, sur cette catégorie de dépenses, en fait, quand on regarde de manière concrète, la conséquence, l'implication financière, elle est assez faible. Lorsque vous avez des frais de personnel qui sont à peu près de 150 000 €, on est sur 170 € d'impact de cette diminution du taux de 3%. Parce que vous comprenez, on ne parle pas une année, on parle bien, si je me dis, est-ce que je vais calculer à hauteur de 43%, donc ce serait 43% du 1er janvier au 14 février, et puis les 10 mois et demi restants, je les passe à 40%, puisque ça, c'est le texte de loi, je ne peux pas le discuter. Donc, quand on calcule l'impact de ces 3 points sur un mois et demi, 150 000 € de dépenses de personnel représentent un impact CIR de 170 €. Quand j'ai 500 000 € de frais de personnel, ça représente 570 €. Lorsque j'ai 5 millions, 5 700 €. Donc, on voit quand même bien que rapporté ensuite au montant final du CIR, ça n'a pas un véritable enjeu financier. C'est juste cristallisant, agaçant. Là où on attend l'administration pour avoir des précisions, on ne les a pas. Mais pour autant, sur vos CIR, les implications ne seront pas forcément très importantes, sauf lorsqu'on a des CIR qui sont beaucoup plus dimensionnants à plusieurs millions d'euros. Et dans ce cas-là, de toute manière, on peut, bien entendu, et j'y reviendrai après, on peut appliquer 43% du 1er janvier au 14 février et 40% après. Ça, c'est vraiment le texte de loi. Donc, la loi est applicable à compter du 15 février. Comme je vous le dis, là, on n'a pas d'informations sur ce que l'administration préconise, mais c'est encore une fois que des préconisations, ce ne sont que des préconisations,
et juridiquement, on se réfère à la loi de finances. Alors, ce qu'on ne sait pas aujourd'hui, comment vont se présenter les CERFA qui permettent de déclarer ce crédit d'impôt recherche. Est-ce que ça va être la même chose que celui qu'on connaît actuellement avec une seule catégorie pour les frais de dépenses, une seule catégorie pour les frais de fonctionnement? Est-ce qu'ils vont diviser en deux blocs, un premier bloc avec les dépenses du 1er janvier au 14 février et puis un second bloc à compter du 15 février? Est-ce que l'administration, ça j'y crois pas du tout, mais ça a été des questions qui nous ont été remontées, est-ce que l'administration sera susceptible de supprimer toutes les catégories frais de brevet, veille techno, etc., etc., vu qu'ils n'ont pas intégré dans la doctrine? Moi, j'y crois pas trop. Et puis, dans tous les cas, le CERFA n'est qu'un mode déclaratif d'un dispositif. Donc, si c'était le cas et que vous avez des dépenses à déclarer qui ont été engagées dans la bonne période, donc dans ce premier mois et demi, dans ce cas-là, il suffira de les inclure dans d'autres lignes, quitte à voilà, vous mettez un mémo le jour du contrôle et vous l'expliquerez au vérificateur. Il est indiscutable qu'on a des dépenses, enfin, que les entreprises ont le droit de valoriser ces dépenses comme le dispositif d'autrefois, du 1er janvier au 14 février, et on passe à un nouveau dispositif à compter du 15 février. Maintenant, sur un point un peu plus pratico-pratique, parce que j'ai parlé des dépenses de frais de fonctionnement, les dépenses de jeunes docteurs et les dépenses de paye technologique, donc tout ce qui concerne la catégorie de dépenses de personnel. Pour moi, c'est un point important et on alerte beaucoup nos clients là-dessus. Donc, je vous le disais, vous pouvez valoriser vos dépenses engagées du 1er janvier au 14 février inclus. Mais attention, vous les valorisez que si vous disposez d'un suivi de temps hebdomadaire. Je parle bien des dépenses de personnel. Que si on dispose d'un suivi de temps hebdomadaire. Et pourquoi? Parce que vous n'avez pas le droit, au regard de la jurisprudence, et non pas des textes, mais de la jurisprudence, vous ne pouvez pas faire une estimation, une forfaitisation du temps passé par vos salariés. Si vous ne suivez pas de manière précise vos temps, alors qu'allez-vous faire si vous ne disposez pas de suivi de temps? Vous arrivez au 31 décembre et puis vous êtes habitué à dire, bon, bah, celui-là, il passe, ce salarié-là passe 50%, 60%, peu importe, de son temps sur l'année à la R&D. Bon, bah, du coup, je vais retenir un mois et demi, potentiellement sur le jeune docteur, je parle dans cette hypothèse, je retiens un mois et demi du temps affecté au projet. Mais en fait, là, ça se voit beaucoup trop que vous avez un produit en croix sur le temps retenu. Donc, c'est vraiment important que vous puissiez démontrer d'un suivi de temps qui soit précis, qui soit rigoureux. Ce sont des critères qu'on retrouve dans toutes les décisions qui portent sur les suivis de temps. Donc, un suivi de temps, le mieux évidemment, c'est d'avoir un logiciel, mais à minima un fichier Excel hebdomadaire qui soit correctement constitué, qui soit par projet, et vous suivez le temps des salariés. Et donc, je vous dis, évitez vraiment le prorata temporis sur l'année. C'est le meilleur moyen de vous faire taper l'intégralité de votre CIR et d'avoir un dressement sur l'intégralité. Les critères du suivi de temps précis, rigoureux, conforme, c'est-à-dire que si vous ne l'avez pas, quand bien même vous avez la démonstration que vous avez réalisé un projet de R&D, l'administration peut revenir et remettre en cause l'intégralité de votre CIR. Elle n'est pas obligée de dire, ah bon, bah alors je vais juste discuter le taux retenu. Parfois, ils discutent le taux retenu, mais actuellement, en termes de rétex et contrôle, je vois beaucoup plus les sociétés qui se font redresser l'intégralité du CIR sans possibilité ensuite de venir contester ça, puisque les tribunaux enfin les cours, le Conseil d'État, tout le monde est vraiment très exigeant, je dirais, et on veut un suivi rigoureux et précis, c'est les termes qu'on retrouve. Sur la partie facture de brevet et veille technologique, alors ce que je vous ai dit, pardon, ici, ça vaut également si vous valorisez des dépenses de personnel dans la catégorie frais de brevet, c'est-à-dire du personnel, vous avez un juriste en pays qui va pré-rédiger ou rédiger les dossiers, les dossiers de brevet. Donc, ce que je vous ai dit sur le suivi de temps vaut tout autant pour ces salariés-là.
Maintenant, si on passe sur la partie beaucoup plus facturation, donc là, les factures de brevet, les factures de veille technologique, ben, on va se retrouver alors sur une question, c'est quelle facture je peux retenir dans mon CIR 2025. Alors, ce qu'il faut avoir en tête, c'est qu'on a une décision de la Cour administrative de Versailles du 30 décembre 2014 qui précise que les règles qui s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt recherche sont celles de la comptabilité d'engagement. Et cela résulte, tel qu'il résulte de l'article 244 B grand 2 du Code général des impôts. Cet article, c'est l'article qui est relatif au crédit d'impôt recherche. Donc, on a une seule décision dans ce sens-là. On n'en a aucune qui soit dans le sens contraire. Et une seule qui nous dise votre CIR doit respecter la comptabilité d'engagement. On ne confond pas l'engagement comptable et l'engagement juridique. L'engagement juridique, c'est à quelle date j'ai accepté, j'ai signé mon contrat. Ça, c'est un engagement juridique. L'engagement comptable, à quelle date vous avez comptabilisé, enfin, vous avez écrit cet engagement. Dans vos logiciels comptables, vous avez une ligne, vous ressortez une ligne sur l'écriture comptable, l'information de l'écriture comptable. L'administration est susceptible de trouver cette ligne pour connaître la date d'engagement comptable. Ce qui va faire qu'on va se retrouver face à un certain nombre de situations que j'ai essayé de remettre dans cet écran sous forme de tableau. C'est toutes les situations qu'on a pu avoir en retour de la part de nos clients ou qu'on a également imaginées. Donc, j'imagine une facture qui est datée avant le 15 février, qui est enregistrée en comptabilité avant le 15 février. En fait, j'ai aucun risque dessus. Clairement, c'est ce qui est visé par les textes. J'ai une facture qui est datée après le 15 février, mais qui a été enregistrée auparavant au 15 février. C'est relativement théorique quand même, parce qu'on n'est pas sur une clôture d'exercice. A priori, c'est censé passer au vu de cette décision de la Cour administrative d'appel de 2014, puisqu'elle nous dit « je suis sur une comptabilité d'engagement ». Donc normalement, c'est pour ça qu'on dit implicitement autorisé, on n'est pas directement visé par les textes, mais a priori, on est tout à fait bon, l'administration n'est pas censée venir discuter cette facture. Autre cas de figure, j'ai une facture qui est datée avant le 15 février, mais elle a été enregistrée en comptabilité après le 15 février. Et pour autant, la dépense avait été juridiquement engagée avant le 15 février. Donc, vous voyez bien que le contrat avait été passé avant le 15 février, voire même la prestation avait été réalisée avant le 15 février. Ben, vous comprenez de la règle que je vous ai indiquée avant, on n'est pas vraiment couvert. Donc, c'est potentiellement un sujet à débat avec l'administration. Donc, est-ce qu'il y aura redressement, est-ce qu'il n'y aura pas redressement? Si vous avez une application littérale de la règle du principe d'engagement comptable, bah, vous risquez le redressement parce qu'assez vite, vous allez avoir épuisé vos arguments avec l'administration. Si vous avez un vérificateur qui fait preuve de, je dirais, de bonne intelligence dans son contrôle, eh bien, il devrait laisser passer. Mais là, on parle vraiment d'un tutu personnalisé sur le contrôle. Et puis, dernier cas de figure dont on nous a pas mal parlé, ce sont des factures qui sont datées après le 15 février, qui sont enregistrées après le 15 février, et notamment, vous avez des contrats à échéance successive, donc vous recevez une facture d'abonnement sur la période 1er janvier, 30 juin, mais vous la recevez le 30 juin. Donc, est-ce que, par exemple, je peux retenir 1 mois et demi de cette facture? De la même manière, hein, ça peut concerner une facture récapitulative sur des brevets, etc. Bah, malheureusement, ça c'est contraire à la jurisprudence, c'est contraire au texte. Et là, bah, vous êtes sur un facteur risque assez important. Et a priori, l'administration devrait redresser ce type de facture. Voilà. Alors, bien sûr, hein, on peut discuter, on a régulièrement des discussions sur cette méthodologie. Moi, ce que je vous présente là, c'est l'application de règles juridiques et fiscales. C'est-à-dire que lorsqu'on est face à un contrôle, c'est ce à quoi on va se référer. Quel est le principe qui s'applique, et en fait, on peut discuter avec l'administration et on peut contester un motif de redressement, justement parce qu'on a une règle de droit qu'on a appliqué et puis que l'on respectait. Si vous outrepassez, bon, ben voilà, on peut toujours faire appel à la bonne intelligence du vérificateur, mais on fait appel que à la bonne intelligence si vous n'avez pas d'argument ensuite juridique.
Une autre question qui est revenue de manière assez récurrente. Alors, le CIR, du coup, je n'ai plus mes dépenses de brevet, mais en matière de crédit d'impôt innovation, toutes les dépenses de brevet restent éligibles, hein. Je vous ai dit que le dispositif du C2I n'avait pas été touché, sauf le taux de 30% à 20%. Mais les catégories de dépenses n'ont pas été touchées. Donc, les questions qui nous sont revenues, c'est est-ce que je peux faire basculer mes dépenses de brevet que je valorisais auparavant au CIR, est-ce que je peux les faire basculer dans mon C2I? Alors non, c'est pas possible parce que tout ce qui est frais de brevet qui sont valorisables au C2I, ce sont ceux qui se rattachent aux projets d'innovation et non pas à des projets de R&D. Le CIR et le C2I, ce sont donc deux dispositifs différents, hein, on ne vise pas les mêmes catégories de dépenses. Et donc, du coup, bah, vous ne pouvez pas faire basculer ces frais de brevet dans le C2I. Donc, c'était ce que je voulais vous présenter au niveau des modifications de la loi de finances, des applications plus concrètes, comment faire votre calcul suite à ces modifications de la loi de finances. Un petit aussi rappel sur les bonnes pratiques pour sécuriser votre CIR. Alors ça marche aussi hein, sur le C2I. Bah, je vous l'ai dit en début, suivez vos temps via un logiciel de pointage, de préférence hebdomadaire et non pas mensuel, puisqu'encore une fois, en termes de rétex, dans les contrôles, j'ai de plus en plus de discussions lorsque j'ai des clients qui suivent mensuellement les temps. Donc l'administration n'aime pas trop les suivis mensuels. Il n'y a pas de, il y a pas de, il y a pas de texte hein, qui disent qu'on doit avoir un suivi hebdomadaire. Mais si vous pouvez avoir un suivi hebdomadaire, ça évite quand même de cristalliser les discussions avec l'administration et on passe sur d'autres sujets. Donc un suivi des temps, de préférence hebdomadaire et en tout cas par projet. Rédiger vos dossiers justificatifs annuellement. Apporter un soin particulier à tout ce qui est état de l'art, verrous, travaux, démarches, connaissances acquises. C'est vraiment important pour que votre dossier passe, que ce soit auprès de l'administration fiscale ou auprès du ministère de la Recherche, si vous avez un contrôle du ministère de la Recherche. Votre état de l'art, hein, il doit vraiment être caractérisé. Vous devez avoir des références bibliographiques qui doivent être analysées, qui doivent être commentées. Ça, c'est vraiment l'attente de l'administration. Voilà, votre verrou, il doit être scientifique, il doit être précis. Hein, ça ne doit pas être un verrou généraliste, sinon systématiquement aussi c'est redressé. Pensez à bien, donc quand je parle des connaissances, hein, bien mentionner ces connaissances acquises pour démontrer leur caractère transférable. C'est-à-dire qu'on ne fait pas un projet on ne mène pas un projet de R&D que pour une fois. C'est censé, ce que vous en obtenez, ce que c'est censé être duplicable à d'autres projets, à d'autres activités, même si vous ne publiez pas dessus. Pensez à bien justifier les contributions individuelles, c'est-à-dire qui fait quoi dans le projet. C'est quasi systématiquement demandé aussi aujourd'hui lors des contrôles ou lors des demandes d'information lorsque vous demandez le remboursement de votre CIR. Préparez les CV, les diplômes de vos salariés. Donc, si vous avez des salariés qui sont là depuis un certain temps, ça peut valoir le coup aussi de faire un petit tour sur les CV, sur les diplômes dont vous disposez, pour ne pas être pris avec ça en plus le jour du contrôle ou de la demande d'information. Lorsque vous faites appel à la sous-traitance, demandez bien vos rapports de sous-traitance. Je vous rappelle que la sous-traitance, elle est éligible dès lors qu'elle est indispensable et nécessaire à votre projet de R&D. Donc, demandez bien vos rapports et archivez-les bien. Et puis, de la même manière, archivez votre documentation contractuelle sur les opérations sous-traitées, tout ce qui concerne le cahier des charges, les propositions techniques, les bons de commande, les factures. C'est important. Selon la nature de la sous-traitance, l'administration va vous demander cette documentation contractuelle et veut notamment aller regarder quelle est l'ampleur de la sous-traitance qui a été confiée, quel type de prestation a été donné à votre sous-traitant. Donc voilà, ça c'est assez rapide, mais ce sont l'ensemble des bonnes pratiques. Vous mettez tout ça en œuvre, vous serez peu embêté, alors bien entendu, hein, sous réserve d'avoir un projet qui soit éligible au CIR ou au C2I, mais sinon vous aurez un dossier qui sera assez robuste pour affronter une demande d'information ou un contrôle fiscal. Alors, il est déjà 11h30. Je voulais vous dire un petit mot aussi sur le projet de loi de finances pour 2026. Alors,
c'était compliqué de vous rappeler tout ce qui s'était passé cette année. On a eu donc sur la partie de gauche de l'écran un projet qui a d'abord été étudié normalement par l'Assemblée nationale, donc il avait proposé pas mal de choses, un rétablissement du bonus jeune docteur à 230%, avait proposé un abonnement et adopté un amendement afférent au plafonnement du CIR par groupe, tout ce qui était détenu à plus de 51%, et non plus plafonné par entité juridique, avait proposé aussi la création d'un crédit d'impôt innovation pour l'intelligence artificielle, proposé et puis adopté également un amendement sur l'octroi du CIR qui serait conditionné à l'absence de transfert à l'étranger d'activité de R&D pendant un certain temps, et avait aussi donc adopté un amendement concernant la prolongation des crédits d'impôt recherche collaborative et ces 3 IV crédits d'impôt industrie verte. Alors, je vous ai passé la plupart en gris, j'aurais même dû mettre le C3IV en gris, parce que tout ça, ça a été donc proposé, adopté au niveau de l'Assemblée nationale, mais du coup, ça a été abandonné suite au rejet de la partie recette du projet de loi de finances. Et donc ensuite, le projet de loi de finances a été abandonné pour tout ce qui a été travaillé au niveau de l'Assemblée nationale, et le Sénat est reparti du texte gouvernemental qui ne comprenait donc pas tous ces amendements. Et la première partie du projet de loi de finances a été adoptée le 4 décembre et a retenu au niveau du CIR aujourd'hui que la prolongation du crédit d'impôt recherche collaborative, une prorogation de la jeune entreprise innovante pour les exonérations d'impôts locaux TF, CET et exit les exonérations d'impôts sur les bénéfices pendant 2 ans, et puis adopte la création d'une nouvelle catégorie de jeunes entreprises innovantes à impact pour soutenir les entreprises du secteur de l'économie sociale et solidaire. Donc ça, c'est ce qui est proposé par le Sénat. On a donc ensuite, au niveau des prochaines étapes, on a le vote de tout notre projet de loi de finances le 15 décembre. Bon. Ensuite, sachant qu'on a 2 projets de loi, disons que le projet de loi de finances, le texte qui a été initialement discuté et adopté au niveau de l'Assemblée nationale n'est pas du tout, adopté. Les amendements avaient été adoptés, mais pas le texte, pardon. Mais on est sur un projet qui est tout à fait différent de ce qui est fait par le Sénat. Le Sénat, je vous l'ai dit, est reparti du texte gouvernemental qui avait été très fortement amendé par l'Assemblée nationale. Donc, il est peu probable que la commission mixte paritaire, la CMP qui arrive, puisse se mettre d'accord. Donc, là, on a l'information que ça passera qu'il n'y aura probablement pas de 49.3. Donc, probablement, on irait vers un projet de loi spéciale. Ce projet de loi spécial qui serait pour prolonger le budget 2025, le projet 2025, c'est ça, donc permettre à l'État de continuer à percevoir les recettes. Sinon, théoriquement, le projet de loi de finances est censé être adopté au 23 décembre si on se réfère à des projets de loi de finances normalement adoptables pour une promulgation au 31 décembre. Mais aujourd'hui, les informations qu'on a, on va plutôt se situer, on voit plutôt arriver un projet de loi spécial, donc comme je vous disais, pour proroger le budget et attendre l'année prochaine un projet de loi de finances qui sera probablement différent de ce que vient de faire le Sénat. Voilà pour ce que je voulais vous dire aujourd'hui sur ces modifications apportées par la loi de finances 2025, comment sécuriser aussi votre dossier. Donc c'était assez rapide, mais sinon je pourrais y passer des heures et des heures. En tout cas, c'était les points les plus impactants. Et puis un petit retour sur ce qu'on voit arriver au niveau du projet de loi de finances pour 2026. Alors, je regarde si vous avez… Oui, c'est très bien, il y a des questions qui arrivent. Alors, une question sur le point de normalisation. Oui, ce sont les réunions que vous pouvez… que les salariés ou les chefs d'entreprise auxquels peuvent participer, plutôt sur la partie norme. Alors… Peut-on présenter dans la déclaration le premier mois de janvier 2025? Alors, excusez-moi, je ne vois pas toute la question. Oui, alors on ne sait pas. Alors la question, c'est peut-on présenter dans la déclaration le premier mois
alors, pour janvier 2025, les frais de personnel à 43% et les 11 derniers à 40%. J'imagine que si vous me posez cette question, c'est peut-être parce que vous n'avez pas de suivi de temps individualisé, enfin en tout cas hebdomadaire. J'imagine que c'est possible, hein, après à justifier à l'administration pourquoi vous aurez choisi un calcul sur un mois et puis 11 mois. Moi, je vois pas d'objection en fait à faire ce calcul-là pour une question de simplification. Je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est modulo le fait de disposer d'un suivi de temps qui soit correct. Ensuite, qu'est-ce que j'ai là? Est-ce que les annuités de brevet, pour ces annuités, vous préconisez de prendre celles facturées avant le 14 février ou bien de faire un prorata lorsqu'elles sont facturées avant ou après le 14 février? Alors, moi, ce que je préconise, c'est si vous appliquez, vous référez vraiment au texte, c'est d'aller rechercher la date de l'enregistrement comptable de votre facture. Est-ce qu'elle a été enregistrée comptablement avant le 14 février ou pas? Si elle a été enregistrée comptablement avant le 14 février, vous n'avez pas de risque dessus. Si elle a été enregistrée après le 14 février, eh bien, potentiellement, vous êtes en risque. Donc, c'est à vous de déterminer quelle situation de risque vous acceptez, quel niveau de risque. Est-ce que vous acceptez potentiellement d'avoir un redressement par la suite ou pas? Est-ce que vous souhaitez rentrer potentiellement en discussion avec le vérificateur en lui disant, certes, la facture est datée après le 14 février, mais en fait, on voit bien, j'ai un rapport par exemple qui date enfin, la prestation avait été réalisée avant le 14 février, donc du coup, je la retiens. J'espère que j'ai répondu à la question. Alors, une autre question sur le suivi des temps. Des fiches temps suffisent-elles pour justifier donc du suivi des temps, comme par exemple un tableau Excel par personne? Alors, théoriquement, c'est censé suffire. Il n'y a aucun texte, aucune décision aujourd'hui qui impose aux entreprises de disposer d'un logiciel de temps. Donc, théoriquement, un fichier Excel est censé suffire à l'administration pour suivre les temps. Maintenant, on voit aussi des contrôles, l'administration les rejette. Mais c'est censé suffire. Moi, en tout cas, je vous conseillerais, si vous suivez vos temps sous format Excel, et fort de ce que je viens de vous dire, du fait que rien n'interdise de suivre sous format Excel, je vous recommande tous les mois de faire un export en fichier PDF de façon à tracer le temps que vous passez tous les mois et à bien démontrer que vous n'avez pas une reconstitution in fine qui peut être en fait discutée par l'administration. Alors, pourriez-vous me confirmer que les dépenses de brevets liées à la R&D sont exclues du CIR? Oui, à compter du 15 février 2025, vous ne pouvez plus du tout valoriser aucune dépense de brevet, quelle qu'elle soit. Dans une start-up de 2 chercheurs salariés menant un seul et unique projet de recherche financé par BPI, faut-il justifier du temps consacré au projet avec un logiciel de pointage alors qu'il est de 100%? C'est une très bonne question. Lorsque vous avez un salarié qui est affecté à 100%, il est vrai que le logiciel de pointage est assez, entre nous, pardonnez-moi du terme, mais assez stupide. Encore une fois, ça va dépendre en fait de votre vérificateur. J'ai répondu avant sur la question du fichier Excel. Peut-être qu'un suivi Excel peut suffire. Alors, vous avez vous disiez deux chercheurs salariés. Ce qui est quand même important, c'est de déterminer en fonction des tâches qu'ils réalisent, est-ce qu'on est bien sur de l'intégralité des tâches qui vont être éligibles à du CIR, ou est-ce que ces personnes sont amenées à faire des tâches un peu diverses, je sais pas, de la réponse à appel d'offres ou de la réglementation, de la norme ou autre chose, qui du coup ne relèverait pas du tout d'une activité de R&D et finalement vous n'êtes pas à 100%.
Et la question, en fait, c'est est-ce que vous pouvez vraiment démontrer que les salariés sont à 100 affectés à au projet de R&D sans qu'il y ait de tâches disparates autour qui puissent, en fait, venir amoindrir le taux de 100 Parce que finalement, là, ce que vous visez, c'est plutôt la situation de la société qui a quasiment un département de R&D. Donc, il faut encore que les documents en interne puissent démontrer que ces salariés sont vraiment des salariés affectés à un département, voire un projet de R&D. Alors, une autre question sur la préconisation. Est-ce que vous avez une préconisation pour les frais engagés avec une société de portage commercial qui a un agrément CIR et une entreprise qui exécute, qui a un agrément? Peut-on valoriser ces factures, facture qui est au nom de la société de portage commercial? Alors, oui, si la société qui exécute a son agrément, vous pouvez tout à fait valoriser ces dépenses. Je suis en train de rechercher le nom, c'est RH Solutions. C'est une décision qui s'appelle RH Solutions qui a confirmé cette faisabilité. Alors, j'ai pas compris la question, ne concerne pas les frais d'audit. Si vous pouvez, Laura Dan, si vous pouvez me préciser la question. Nous avons recruté un salarié R&D, création de poste au 1er septembre 2025. Concrètement, qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir prétendre au CIR? Alors, il vous faut un projet qui soit un projet de R&D, en premier lieu, évidemment. Et puis, au niveau de la dépense de personnel, il faut que ce salarié, alors on parle de bonnes pratiques, hein, bien sûr, hein, demandez-lui de pointer ses temps, de dire combien de temps, toutes les semaines, il passe au projet de R&D et qu'il soit capable de dire à quelle tâche il les a passées. Voilà. Ensuite, le calcul des dépenses de R&D se fait sur la base des dépenses de personnel. Donc, vous allez retenir ces fiches de paye enfin, vous allez prendre ces fiches de paye pour retenir ces dépenses réelles. Donc, pour répondre de manière simple, un suivi de temps et un projet éligible. Donc, ça, c'est ce qu'il faut pour pouvoir prétendre au CIR. Et ensuite, vous devrez écrire un dossier justificatif. Alors, est-ce qu'il peut y avoir un contrôle des agendas par l'administration? Alors, à date, je n'ai jamais vu de contrôle de l'agenda. En revanche, moi, je me sers des agendas pour justifier. C'est un mode de justification du temps qui est passé par les salariés. Donc, enfin, moi, là, je n'ai jamais vu aucun dossier où l'administration soit allée regarder les agendas. C'est quand même des données qui sont personnelles. Mais moi, ça m'arrive régulièrement de demander à les fournir, enfin, de les proposer justement pour démontrer que le salarié a réellement passé ce temps. Donc, quand on voit, alors, il ne faut pas que ce soit des plages réservées, juste des plages de travail, parce que ça, c'est pas forcément une preuve. Mais lorsque vous avez vous avez des points techniques sur des sujets, ça permet de démontrer en fait en partie du temps, ça permet de démontrer aussi la progression du projet. Et ça démontre de la matérialité du travail et du projet. Alors, pour un salarié jeune docteur, encore dans sa période de 24 mois avant l'application de la loi, est-ce que je dois conserver la méthode de calcul d'avant ou m'adapter à la nouvelle règle? Eh bien, malheureusement, vous allez devoir vous adapter à la nouvelle règle. Donc, pour ce jeune docteur, vous allez pouvoir retenir ses dépenses du 1er janvier au 14 février. Donc, on parle des dépenses de personnel. Et ensuite, à compter du 15 février, eh bien, vous retiendrez bien sûr, hein, vous continuerez pardon, à retenir ces dépenses de salaire, mais sans bonus, c'est-à-dire que 1 euro de dépense, c'est 1 euro de dépenses éligibles aussi. Il y a plus ce bonus x2 des dépenses de personnel.
Alors, pour le suivi des temps, la répartition doit être faite de manière analytique sur le projet R&D ciblé. Oui, tout à fait. Lorsque vous avez plusieurs projets en interne, eh bien, vous indiquez, enfin, vous mettez soit le nom du projet, soit le code projet, et vous demandez à vos salariés de pointer par code projet. Alors, lorsqu'on reçoit une subvention publique, est-ce qu'on doit déduire en fonction des versements de la subvention, ou peut-on faire une méthode où on déduit en fonction des charges que l'on a eues sur l'exercice? Dans notre cas, on a les charges en 2025 et les versements interviendront qu'en 2026. Alors, je pense que je relis la question. Normalement, vous ne déduisez pas, parce que alors, du coup, vous êtes sur un cas inverse, pour ça que j'ai relu, vous êtes sur un cas inverse des questions où on se pose habituellement, c'est-à-dire que vous allez recevoir après avoir engagé vos dépenses. Donc, c'est-à-dire que sur 2025, vous avez engagé vos dépenses, mais vous n'avez pas reçu votre subvention. En 2026, peut-être que vous aurez plus de dépenses, mais que vous aurez reçu votre subvention. Alors normalement, la règle, c'est vous déduisez votre subvention l'année du versement et donc pas avant. Ça normalement, non. Alors on peut plus se poser des questions lorsque vous avez des dépenses qui sont inférieures sur une année au montant de la subvention que vous recevez. Et donc se poser la question, est-ce que je dois par exemple, vous engagez 100 de dépenses et vous avez une subvention pour 150. Donc vous n'avez pas forcément envie de déduire la première année les 150 € de la subvention parce que sinon ça vient manger potentiellement les dépenses d'autres projets de R&D. Donc vous allez déduire que la première année 100 et puis les 50 restants, vous les reporterez sur la deuxième année. Là, la question est un petit peu différente puisque vous recevez vos versements sur 2026. Donc normalement, sur une application littérale des textes, cette année, vous déduisez vos dépenses et puis l'année prochaine, vous allez déduire votre subvention des dépenses 2026. La question se pose, c'est si vous pensez ne plus avoir de dépenses l'année prochaine, vous êtes sur une situation un peu hybride qui n'est pas trop visée par les textes. Donc, soit vous considérez que vous prenez encore une fois, vous prenez votre risque et puis vous tentez, mettons, sur 2026, vous avez 0 de dépenses et vous avez reçu votre subvention qui valait 150 dans mon exemple de tout à l'heure. Vous n'allez pas faire une déclaration. Enfin, si vous êtes censé déclarer votre subvention à moins 150, mais ça va être compliqué de déclarer un crédit d'impôt recherche négatif. Ça, c'est pas possible. Je pense que j'ai vu à peu près l'ensemble des questions. Eh bien, je vous propose, on a dépassé de 5 minutes l'heure qui était attribuée, enfin les 45 minutes qui étaient attribuées à ce webinaire. Ce que je vous propose, c'est qu'on mette fin à cette séance. N'hésitez pas à revenir vers nous si vous avez d'autres questions. Et dans tous les cas, on pourra vous envoyer cette présentation à l'issue. Je vous souhaite une très bonne journée à tous.